Et salut! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te parler d'un livre. Récemment, on m'a posé la question, qu'est-ce que c'est le livre qui t'a le plus marqué? Et malgré le fait que je sois une très très grande lectrice, très grosse lectrice plutôt, que je lise énormément de romans et tout ça, et bien le livre qui m'a le plus marqué, c'est pas un roman, en réalité c'est un livre qui s'intitule Les lois naturelles de l'enfant et qui a été écrit par Céline Alvarez. Donc je vais te dire en quoi pour moi ce livre est un livre qui m'a énormément marqué et au-delà de ça, je trouve que c'est un livre qui fait un petit peu une révolution dans le domaine de l'éducation. Euh, Pourquoi ça m'a marqué? Parce que je suis moi-même formatrice je suis moi-même enseignante quelque part, je suis formatrice de français, mais moi j'interviens essentiellement auprès d'adultes. J'ai jamais enseigné le français à des petits. Mais pour autant, l'enfance et l'enseignement aux petits, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, qui me fait poser pas mal de questions parce qu'en fait, ça marque les débuts de l'entrée dans l'apprentissage et ça pose déjà les jalons de ce que sera l'apprentissage d'un être humain en fait tout au long de sa vie. Je pense que ce qui se passe dans l'enfance, ça joue un rôle essentiel dans le déroulé futur de tout être humain, y compris au niveau scolaire et au niveau des stratégies d'apprentissage, des méthodes d'apprentissage. Voilà. Donc ce livre, il a été écrit par Céline Alvarez, qui est une ex-enseignante de l'éducation nationale, et elle a démissionné après avoir mené une expérience qui n'a pas été assez reconnue en fait par l'éducation nationale, malheureusement. Donc son expérience, elle a consisté à aller travailler dans une zone très sensible de la banlieue parisienne et elle est intervenue auprès de petits de l'école primaire, de l'école maternelle, je crois qu'ils avaient entre 3 et 6 ans les petits. Elle a suivi en fait un groupe, le même groupe d'élèves sur deux niveaux et et du coup, c'était des élèves réputés difficiles parce que c'était une zone assez sensible en fait. Donc voilà, il y avait un gros brassage culturo-ethnique, si je peux le dire comme ça. Ce sont des enfants qui souvent venaient de milieux populaires et qui donc, a priori, n'ont pas grand accès à la culture de manière générale, quoi. Et donc, elle a décidé de mener son expérience dans une école marquée par ce contexte-là. Voilà. Ça a d'autant plus d'impact parce que c'était un vrai défi. Du coup, le contexte global a donné tout son sens à la portée de l'expérience, en fait. Et l'expérience, c'est elle a mené une expérience d'enseignement, du coup, qui a duré 2 ans, il me semble. Peut-être 3, mais je crois que c'est 2, qui a été financée donc par l'éducation nationale et qui visait à mettre en place les principes de Maria Montessori, les principes d'éducation de Maria Montessori. Je ne vais pas vous faire une thèse sur ces principes-là, mais juste vous rappeler un petit peu sur quoi ils sont basés. Très rapidement, en fait, c'est basé sur l'expérience, quoi. Disons que pour elle, pour Maria Montessori, qui est une italienne du 19e siècle, je crois, peut-être du 20e, je ne me rappelle plus, euh, l'enfant, il ne faut pas qu'il soit assis à une table, mais bien qu'il circule dans un espace de classe qui stimule son attention par la manipulation, en fait. Voilà. Donc tout passe par la manipulation sensorielle, c'est-à-dire que les 5 sens de l'enfant sont stimulés. Il y a une grande part qui est ménagée pour les enseignements artistiques, la peinture, la musique, etc. Il y a également un travail autour de la motricité. Il y a des activités la motricité globale, mais aussi la motricité fine par le biais de manipulation de choses plus petites. Une entrée dans la lecture et dans l'écriture, et aussi une entrée dans les compétences logico-mathématiques. Il y a aussi un enseignement évidemment de la géographie. Je ne sais pas s'il y a l'histoire, mais bon, voilà, géographie au niveau très global, parce qu'on s'adresse vraiment à des tout petits. Hein. C'est entre 3 et 6 ans, là, en l'occurrence, dans l'expérience. Donc voilà, donc il y a tout un matériel en fait. Maria Montessori, elle a créé vraiment un matériel pédagogique que vous pouvez regarder sur internet. Alors évidemment, ce matériel, il n'est pas à donner en tant que tel à des enfants. Vous n'allez pas leur mettre dans les mains le matériel Montessori et leur dire débrouille-toi avec ça. En fait, non, ça nécessite vraiment l'étayage d'un adulte, la présence d'un adulte qui va guider l'enfant, lui présenter le matériel et ensuite le laisser en toute autonomie manipuler le matériel jusqu'à ce qu'il en ait assez. C'est-à-dire que l'enfant, il peut faire 10 fois la même activité, c'est pas grave. Il peut la faire tant qu'il veut. Quand il en aura assez, quand il pense qu'il l'aura suffisamment manipulé et intégré, il pourra demander à passer à l'activité suivante. Et ça suit comme ça une progression logique dans tous les domaines de compétences et de connaissances, et du coup l'enseignant est là pour guider l'enfant. Il n'y a pas un enseignant en fait qui va dicter à l'enfant ce qu'il doit savoir, c'est plutôt l'enfant qui va expérimenter, qui va circuler dans l'espace de classe, qui va se saisir du matériel et le manipuler pour ensuite passer à un autre. Donc ça peut paraître assez abstrait comme ça, mais en réalité c'est très 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 concret, c'est tout le contraire. Alors évidemment il ne s'agit pas de laisser les enfants faire n'importe quoi, il ne faut pas non plus croire que c'est ça. Au contraire, c'est très encadré. Les enfants on présente le matériel individuellement à chaque enfant. Il y a une grille qui permet
permet de voir quelle activité a déjà fait l'enfant, vers quoi est-ce qu'il faudrait le diriger. Et c'est pas du tout. Il s'agit pas que les enfants balancent tout, fassent n'importe quoi, au contraire, c'est très ordonné. Et en fait, c'est sur ça qu'insiste aussi Céline Alvarez. Elle dit que voilà, il faut, en tant qu'adulte, adopter des attitudes posées, apaisantes, ordonnées, parler doucement, utiliser des mots choisis, ne pas parler en mode wesh, quoi. Et en fait, tout ça contribue à créer un climat hyper apaisant, hyper sécurisant, hyper tranquille, c'est pas du tout le bordel. Et elle dit même qu'à un certain stade de l'enseignement, les enfants n'avaient même plus besoin de sortir dans la cour de récré pour se défouler. C'est souvent ça en fait que traditionnellement on dit à l'école, c'est que on n'arrive pas à tenir les enfants plus de 2-3 heures et que du coup il faut qu'ils aillent se lâcher dans la cour de récré. Avec la méthode appliquée par Céline Alvarez, et ben, les enfants étaient apaisés en fait tout le temps, quoi. Évidemment, elle préconise certaines choses pour que ça puisse se faire, en particulier limiter l'exposition aux écrans. Les enfants qui s'endorment devant la télévision, bah forcément le lendemain ils vont être peut-être un petit peu endormis déjà et puis un peu aussi pas bien, quoi. Voilà. Euh, Elle insiste aussi sur la coopération entre les enfants. C'est une méthode, la méthode Montessori, qui est basée sur la coopération parce que, comme je vous l'ai dit, les enfants ils sont autonomes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont isolés. Ils peuvent évidemment collaborer, ils peuvent se raconter des histoires, ils peuvent faire une activité ensemble. Et en fait, cette coopération, elle est rendue possible. Disons que Céline Alvarez, elle analyse dans une première partie vraiment les faits. Elle analyse le fonctionnement neuronal, enfin le fonctionnement du cerveau d'un enfant. En fait, Maria Montessori, elle avait basé sa méthode sur des intuitions qu'elle avait, mais c'était pas scientifiquement prouvé que c'était la méthode la plus adaptée à l'enfant. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, on sait par les neurosciences comment apprend l'enfant, comment son cerveau fonctionne, comment est-ce qu'il est programmé en fait dès sa naissance, et du coup, ces éléments-là permettent aujourd'hui de dire que la méthode Montessori, elle correspond à ce qu'on appelle les lois naturelles de l'enfant, c'est-à-dire à comment l'enfant fonctionne naturellement. Une des premières choses, c'est que l'enfant, d'après ce que dit Céline Alvarez et d'après certaines expériences scientifiques, l'enfant il est naturellement empathique, c'est-à-dire que les petits enfants, même les tout petits, 1 an, 2 ans, ils sont amenés à entrer en relation avec l'autre et à être naturellement gentils avec l'autre. Ensuite, elle dit que l'enfant est naturellement aussi tourné vers la connaissance, que les petits, ils créent des milliards de connexions dans leurs neurones et que du coup, ils sont assoiffés de connaissances, quoi. Ils veulent tout expérimenter, tout faire et que du coup, l'école, parfois, elle a tendance un peu, l'école traditionnelle, elle a tendance à brider un petit peu cette soif de connaissances, à la diriger vers des domaines de compétences très enfin très codifié, quoi. Voilà. Et surtout, elle demande à tous les enfants de faire la même chose au même rythme. Et ça, c'est pour moi une grande aberration. Je vois pas comment on peut demander à des enfants différents de faire la même chose au même rythme. Donc le contexte de l'expérience, c'est des enfants qui n'ont pas tous le même âge. Il y a des enfants qui ont 3 ans, d'autres qui ont 4 ans, 5 ans, mais qui sont pourtant dans la même salle de classe. Et voilà. Donc pourquoi est-ce que ce livre... Donc évidemment, l'expérience a très bien fonctionné. Les résultats scolaires des petits montraient qu'ils avaient des compétences en lecture qui étaient spectaculaires pour des enfants de leur âge. Il y avait quasiment tous les enfants, alors qu'ils avaient 5 ans, savaient lire. Vous imaginez, alors qu'il y en a qui peinent à lire à partir de 6 ans. Ils ont 6 ans, ils peinent à lire à l'école traditionnelle, quoi. Donc voilà, il y avait une entrée dans la lecture, il y avait des compétences langagières aussi. Les enfants, ils parlaient avec un vocabulaire choisi. Ils avaient conscience de ce que c'était de bien parler, d'avoir un langage cohérent, structuré et puis en même temps hyper apaisant. Donc voilà. Et, il y avait aussi de grandes interactions entre les enfants, une grande expression des émotions en fait. C'est-à-dire que le programme de Maria Montessori amenait aussi les enfants à verbaliser sur leurs émotions. C'est-à-dire quand ils se mettaient à pleurer et tout, bah plutôt que de les consoler, juste essayer de voir pourquoi ils pleurent, pourquoi tu pleures, et surtout l'exprimer. Et c'est ce qui résolvait, c'est ce qui permettait en fait de résoudre les 3 quarts des conflits au sein de la salle de classe. C'est-à-dire que les enfants, comme on l'a dit, sont empathiques, et du coup, quand ils voient qu'un de leurs camarades pleure et que celui-ci lui explique pourquoi il pleure, et bien souvent, l'autre enfant va essayer de résoudre le problème. Donc voilà, ça générait une ambiance absolument chaleureuse en fait dans la salle de classe. Ce qui était important aussi, c'est que le mobilier, le matériel, les objets proposés étaient cassables. C'était de beaux objets. On voit des photos de la salle de classe, c'est absolument trop beau, quoi. C'était de beaux objets, mais qui étaient cassables. On a l'habitude de donner aux enfants des trucs en plastique parce qu'on sait qu'ils vont les faire tomber et tout, mais en réalité, le postulat de Maria Montessori, c'est que si on leur donne de beaux objets, ils vont avoir envie d'en prendre soin et donc ils vont y faire attention et il n'y aura pas tant de casse que ça. Et en réalité, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les enfants prennent soin, ils nettoient leurs plantes, les plantes de la salle de classe soigneusement, ils sont réellement voilà, soigneux, appliqués et respectueux du matériel.
Voilà. Et alors tout ça paraît absolument idyllique. Bon, ça va pas. Elle dit quand même que ça prend du temps de mettre en place tout ça, que ça demande un grand étayage, que ça demande du boulot et tout. Mais elle a réussi à mener cette expérience dans des conditions, comme je l'ai dit auparavant, qui étaient contextuellement difficiles en fait. Et ça a marché, les résultats étaient absolument surprenants. Et pour autant, l'expérience n'a pas été renouvelée. L'éducation nationale a décidé de ne plus financer le programme. Donc c'est pour cette raison que Céline Alvarez a démissionné, simplement, et qu'elle s'est mise à plutôt donc elle a écrit son livre et elle fait des conférences aussi pour parler de cette expérience-là et pour en décrire les bienfaits en réalité. Voilà. Alors, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre? Parce que voilà, j'ai été très en colère en fait contre l'école traditionnelle, quoi, tout simplement. La question des rythmes, le fait qu'on demande à tous les enfants d'apprendre la même chose en même temps, moi ça me paraît d'une aberration, mais totale, quoi. Ça me paraît vraiment, comment est-ce qu'on peut imaginer que ce soit possible en fait? Euh, Ensuite, la question de la manipulation. En effet, les enfants ne sont pas naturellement faits pour être assis sur des sièges toute la journée. Je dis pas qu'à l'école traditionnelle c'est le cas, qu'ils sont menacés d'un bâton si jamais ils se lèvent, mais on sait quand même que l'école traditionnelle installe des sièges et des tables et que les enfants sont tous assis derrière et que ça entraîne du coup une certaine passivité en fait, rien que dans l'attitude. C'est l'enfant qui gobe ce qu'on lui dit quoi. Alors que la méthode Montessori, elle a le mérite de proposer du matériel que l'enfant manipule à son rythme, jusqu'à ce qu'il en ait assez en fait. Et c'est comme ça qu'il apprend. Par exemple, une entrée dans la lecture, ça va passer par la manipulation de ce qu'on appelle les lettres rugueuses. En fait, c'est des petits carrés qui comportent les lettres de l'alphabet et qui sont rugueux. Vous savez, comme dans les livres pour enfants, parfois quand on veut lui donner à voir ce que c'est que de caresser une langue de chien, on va mettre un petit tissu rugueux. Et bien là, c'est pareil. Et du coup, l'enfant, en fait, il va tracer avec son doigt la lettre comme ça et il va sentir la rugosité sous son doigt. Et ça fait qu'il va associer donc la lettre, le graphème, à une sensation. Donc voilà, et ça va rentrer en fait plus facilement dans son cerveau parce que les petits ils découvrent le monde comme ça en mettant, en touchant, en sentant les choses et du coup voilà. Euh, les limites de ce livre, c'est que voilà, Céline Alvarez, elle a eu affaire à des petits. Elle ne parle pas de ce qui se passe quand on arrive à des âges plus élevés, à des collégiens, voire des lycéens. Comment est-ce qu'on enseigne certaines matières par la manipulation? Ça, c'est une vraie question. J'ai lu un peu Maria Montessori, et en fait, ce qu'elle disait, c'est que les petits, ils sont dans ce qu'on appelle un vase clos, c'est-à-dire qu'ils sortent pas en fait de la salle de classe. Ils évoluent, il y a tellement de matériel qu'ils n'ont pas à sortir en fait. Sauf évidemment, Céline Alvarez insiste sur l'importance de la nature, des jeux, du développement de la motricité générale et tout. Mais les enfants sont en vase clos. Alors qu'elle dit qu'à l'adolescence, enfin la jeune adolescence et l'adolescence, il faut qu'ils sortent en fait. Il faut que l'enseignement se fasse dehors, dans le monde, et qu'on explique les phénomènes en extérieur, quoi, en donnant à observer la nature, le fonctionnement de la nature, le fonctionnement des astres. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre les mathématiques en fait, en observant par exemple la structure d'une feuille. Voilà. Alors ça, j'ai eu un peu de mal à le conceptualiser parce que ça restait assez vague, mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, ce livre, pour moi, il constitue pas vraiment une révolution, parce que bon, Maria Montessori, elle existait avant Céline Alvarez, mais là, elle a quand même eu le mérite de montrer que ça fonctionnait dans des quartiers difficiles et que ça donnait des résultats de ouf. D'ailleurs, les enfants, les parents témoignent sur son blog, je vous mettrai les liens. Et malgré tout, ça a été l'éducation nationale n'a pas suivi quoi. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que l'éducation nationale n'a pas réitéré cette expérience? À mon avis, c'est parce que ça implique trop de changements en fait, trop de bouleversements. L'école française, à mon avis, elle va tellement mal que ça nécessiterait de changer plein de trucs, quoi. Changer la formation des enseignants, changer la conception qu'on a de l'enseignement. Et ça, c'est le plus dur en fait, changer les mentalités, changer le modèle traditionnel de l'école qui perdure depuis des années et des années en France. Changer le matériel, changer l'aménagement des salles de classe, changer aussi les prédispositions qu'on donne aux enfants en fait quand ils entrent dans l'enseignement, parce que nous on est prédisposés à ce que ça soit la compétition, l'école, on est entraîné à ça depuis notre plus tendre enfance. Moi je me rappelle ma maîtresse quand j'étais en CP, elle m'a chronométré pour voir si j'arrivais à lire à voix haute plus vite qu'une de mes copines. Je me rappelle, j'avais 6 ans, donc ça veut dire que dès 6 ans on m'a montré qu'il y avait une dimension de compétition dans les connaissances et dans les compétences. Et ça, c'est vraiment horrible, quoi. Je vois pas comment est-ce qu'on peut comparer quelque chose qui est aussi multidimensionnel que l'intelligence, quoi. Donc, pour citer Albert Jacquard, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais voilà, c'est incomparable, en fait. C'est débile de faire des comparaisons sur la compétence, l'intelligence. Donc, voilà. Et en fait, ce livre, il m'a marqué parce que je me suis dit que si jamais un jour j'ai des enfants, ce que
Pour l'instant, c'est pas du tout prévu, mais si jamais un jour ça m'arrive, j'aimerais que mes enfants ils aillent dans une école Montessori et non pas dans une école traditionnelle. Parce que aujourd'hui, par l'éclairage des neurosciences, on voit que la méthode Montessori est a priori la plus adaptée au fonctionnement neuronal de l'enfant et donc à sa capacité à apprendre en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je respecterai mon enfant en lui donnant cette opportunité-là. L'école traditionnelle, franchement, cyber quoi. Voilà. Alors, je sais pas ce que tu penses, toi, si tu avais déjà certaines connaissances sur la méthode Montessori, sur Céline Alvarez. Je te mets des liens dans la barre d'infos. Je te mettrai évidemment le magnifique blog de Céline Alvarez qui est très détaillé, qui montre le matériel, qui montre des vidéos de la salle de classe, qui montre des témoignages, qui montre les grands principes de la méthode Montessori. Je te conseille également la lecture de son livre qui est super bien écrit, qui donne vraiment foi en l'humanité, parce que les enfants qui arrivent derrière nous, c'est l'humanité en fait. Donc on se dit que si on leur donne ces opportunités-là, on va avoir des générations futures qui vont être heureuses et du coup ça redonne foi. Je te donne aussi certaines de ses interviews où elle explique son projet et les modalités de la mise en place de l'expérience. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, c'est quoi le livre qui t'a le plus marqué et pourquoi. Je te fais des bisous et je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!